Et coucou tout le monde, c'est Laura, bienvenue dans ce 15e épisode des Chroniques BD. Merci encore à vous d'être là. Coucou chef, coucou Bob, je sais que t'es dans le coin. Et bien ça faisait longtemps, enfin, oui et non, ça faisait longtemps, puisque la dernière fois la dernière chronique, c'était en fin février. Donc ça faisait. Alors que d'habitude, ça aurait dû être début mars, mais bon, ça a été décalé, donc c'était il y a très longtemps. J'ai un peu triché la semaine dernière, il y a eu un épisode hors série qui aurait pu être dans cet épisode là, puis finalement je préféré le faire hors série, hein. Vous le regardez, c'était sur les guerres d'Aran. Et du coup, aujourd'hui on part sur une grosse fournée, hein, puisqu'on avait la semaine à rattraper du mois de février, plus tout le mois de mars, qui est quand même un gros mois. Donc comme l'année dernière on tournait à une quinzaine de bandes dessinées, là je crois qu'on est à 13, ce qui fait beaucoup. On a dit des bêtises la semaine dernière. Effectivement, enfin, on a dit, oui, j'en ai dit aussi, le chat aussi, surtout le chat, qui m'en a fait lire ensuite. Donc bah voilà, bah, je vous propose qu'on attaque tout de suite, comme ça on va pouvoir avancer, puisque il y a un gros planning. On peut le voir, il est là. Alors hop, c'est parti, et on commence par Ixo Manowar. Bon, ce monsieur là, ce gros bourrin, puisque, alors, petit rappel, hein, l'univers Valiant, vous le connaissez maintenant, hein. Là on est sur l'univers Valiant classique, donc celui de 1992 et pas le reboot de 2012. Donc on est sur les origines du personnage. Donc pour rappel, Ixo Manowar, c'est un guerrier Wijigo qui a été enlevé par des extraterrestres. Il arrive à échapper à ces extraterrestres en volant une armure, hein, celle qu'il porte sur la couverture. Il revient sur Terre, sauf qu'on est en 1992 pour ce livre-là. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de base, un guerrier Wizigo avec une armure magique dans les temps modernes. Il y a Letton dans les crédits. Il va y avoir des énigmes. pas le genre d'énigmes malheureusement. T'es pas mal, chef. On part bien dans les blagues. Donc oui, comme vous pouvez voir au niveau des noms, ils sont très nombreux à avoir participé à la création de ce personnage. Toutes ces personnes, certains j'en ai déjà présenté comme, je crois, Jim Shooter, je l'avais peut-être déjà fait. Ah, peut-être pas. Bon, voilà, qui a créé aussi les Harbingers. Barry Windsor Smith, ça je sais que j'en ai déjà parlé. Donc ils sont très nombreux, la plupart, même tous, ils ont travaillé sur énormément de personnages, que ce soit DC, Marvel, d'autres aussi. Donc ils ont vraiment travaillé un petit peu partout, donc je ne vais pas détailler un peu plus que ça les personnages. Sinon, j'espère que vous avez 2 heures devant vous. Allez, on va passer un peu aux images et à ce que j'en ai pensé. En tout cas, parmi les lectures que j'ai pu avoir des personnages Valiant classiques, donc Archer et Armstrong et Harbinger, je mets Shadowman à part, mais de toute façon Shadowman on en reparlera. Euh, mais bon, en tout cas, donc, Archer et Armstrong, Harbinger et Ixo Manowar, c'est en tout cas Ixo Manowar que j'ai préféré. C'est très drôle, avec des guillemets à drôle, hein, je me suis pas tapé le bide, de lire ce livre après avoir lu le reboot, celui de 2012. Parce qu'on peut justement facilement voir ce qui a été repris et modifié, surtout modifié. Donc c'est rigolo. On dirait les sentinelles des dessins animés X-Men de quand j'étais petit. Oui, je pense. Alors, je viens pas d'être. Enfin, je vois à peu près la tête des sentinelles. Oui, c'est les dessins de toute manière, même si bon, les sentinelles ça remonte à plutôt aux années 70-80, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est les dessins très ancrés dans leur époque. Surtout au niveau des couleurs aussi, qui étaient encore, je pense, 92, c'est encore fait à la main. C'est le moment où l'informatique commence à arriver, mais c'est encore bien beaucoup fait à la main. Donc, pour XO, donc, qui s'appelle Arik. Bah, il y a un côté surhomme qui est vraiment présent dans ce livre, hein. Armure ou sans armure, quand il a l'armure, c'est Terminator, le mec intuable. Sans l'armure, bah, c'est un gros bourrin. Mais franchement, un gros bourrin. Quand même, ce qui est sympa, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure, parce que quand il débarque dans le monde moderne, il ne parle pas du tout la langue. Lui, il parle Wisigo ou romain à la limite. Il parle pas du tout anglais, donc on voit qu'au fur et à mesure, il apprend la langue. Donc ça, c'était pas mal sur toute la suite. Donc oui, son langage primaire au début, c'est ça qui le fait encore rendre plus bourrin qu'il ne l'est déjà. Parce que ouais,
Voilà, voilà, moi taper, toi mourir. Alors attends. Déjà, quand il parle de son armure, il parle bonne peau. Quand il parle des extraterrestres, il parle peau dure. Voilà. Alors attends, non, ça je suis encore dans le passé, mais une phrase. Ouais, non, là il fait des phrases. Enfin, il voit une maison, c'est un château. Ouais, bon non, en fait là il parle. Bon bah. Ouais, avec cette nouvelle peau, je suis le plus fort. Non, non, il y a sujet, verbe, complément. Voilà. Mais bon. C'est le côté bonne peau, peau dure, tout ça qui me fait un peu dire ça aussi. Il y a deux chapitres dans tout ce gros volume qui fait appel à un crossover qui était déjà présent dans les deux autres volumes Valiant classiques qui ont été déjà publiés par Bliss Comics et Bliss Edition, pardon. Bon, ça c'est. Je suis pas fan de ce crossover, surtout que j'en ai que des petits bouts, j'ai jamais pu le lire en entier. Sinon, voilà, le reste du récit reste vraiment très ancré dans son époque, hein, de 92. Le traitement de la femme, bah, il est inexistant, hein. Là, par contre, je me trompe pas, la femme, elle est là pour se faire enlever, globalement. C'est un love interest très rapide. Bon, ça, c'est le côté. Bon, bah, 92, hein. Après, voilà, j'ai envie de recommander quand même de lire XO Manowar de 92 si vous avez lu et apprécié bien sûr le reboot de 2012. Il doit rester quelques exemplaires, mais très très peu, hein. Et je crois qu'ils n'ont pas prévu de réédition, ce qui est un peu dommage, mais bon, l'industrie du comics en France étant ce qu'elle est, ça peut se comprendre. Sinon, bah, si le personnage intéresse, hein, oui, il faut lire le reboot de 2012 et la suite aussi, qui peut se lire indépendamment, de Madkind, qui se passe dans l'espace et qui est vraiment génial, que j'en parle à chaque fois que je parle de ce personnage, parce que c'était très bien. Donc voilà pour XO Manowar, et je sais pas où je vais te mettre en attendant le prochain livre. Et bon, on va te mettre là, pof, regardez. Il disparaît, et moi, une petite transition, je suis toujours là, et cette fois-ci, j'ai un livre, c'est Vigilante, My Hero Academia Illegals, le tome 12, intitulé Le Might Signal. Voilà, tout un programme. Donc, bon, bah ça, on est au tome 12, hein, je crois que je vous ai déjà parlé des 11 premiers, ou presque. Non, peut-être pas quand même, mais je vous en ai parlé très régulièrement. Donc, dans ce volume-là, c'est la fin du flashback qui était commencé dans le précédent. On revient au présent avec les aventures de notre héros. C'est toujours Hideyuki, Furuhashi et Betancourt au scénario et au dessin. Donc voilà pour Vigilant. Hop, quelques images rapides. Puisque les dessins, eux, bah, n'évoluent pas trop, hein. C'est un tome qui est dans la lignée du précédent. Donc comme je dis, on termine le flashback, retour au présent. Il y a une petite temporisation avec des péripéties qui nous montrent un peu les progrès du héros, hein, parce que bah voilà, faut que le héros progresse pour avoir affronté des ennemis plus forts. Voilà, dans ce volume-là, une nouvelle fois, il n'y a pas de fête à la con. Donc ça se continue, c'est dans la lignée, et c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Voilà. Allez, ça c'est fait. Non, faut que j'évite de balancer mes bouquins quand même, c'est fragile. Et on passe à la suite, c'était rapide. Hop là. Et la suite, c'est Hawkmoon. Je n'ai pas ce tome-là puisque c'était un prêt, c'est un collègue qui me l'a prêté, donc du coup, bah, je ne l'ai pas sous la main, je lui ai rendu une fois que je l'ai lu. Donc, Hawkmoon, de quoi ça cause? Eh ben, nous sommes dans une Europe au Moyen-Âge, avec quelques technologies qui sont complètement anachroniques. Au passage, je reviens donc du coup sur ton commentaire, chef Maxime, ce serait drôle un manga où le héros devient de moins en moins fort. Ouais, ouais, mais c'est une super idée parce que je sais pas comment ensuite tu mets en scène. Mais sur le principe, c'est pas mal parce que souvent le héros est très fort et pour une raison X ou Y, il revient à zéro pour grimper les échelons. Mais un héros qui devient de moins en moins fort, c'est assez, je pense que c'est assez inédit. Après, ce qui peut y avoir, c'est un héros déclinant. Un héros c'est ça comme ça qu'on pourrait peut-être le faire, qu'on découvre dans sa jeunesse. Il évolue et ensuite, bah, il vieillit, donc il devient de moins en moins fort. Ça pourrait être imaginable. Donc du coup, ça me fait penser à du Terry Pratchett et son pastiche de Conan le barbare, donc j'ai oublié son prénom. Cohen le barbare qui a 80 ans et je crois que c'est dans les tribulations d'un mage en Orient
où il a carrément avec une armée de... Enfin, Cohen, là-bas, ramène une armée de mecs en fauteuil roulant. C'est un truc exceptionnel. C'est Terry Pratchett. Death Note, il décline sur la deuxième partie. Ouais, mais ça, je crois que c'est plutôt le manga qui décline. Je n'ai vu que l'animé. Je préfère m'arrêter à la première partie et terminer par la fin de l'OAV que je trouve excellente. J'aime bien l'idée pour ce qui conclut bien le truc. Revenons à Hawkmoon et nos chevaliers du Moyen-Âge avec des technologies du futur. Pareil, on est dans le concept entre Ixo Manowar qui est du passé, qui a une armure qui arrive dans le présent, et là qui est un chevalier dans son époque mais avec des technologies. Pourquoi pas. Donc il y a les Anglais qui tentent de conquérir l'Europe grâce à la technologie justement qu'ils ont. A priori c'est les seuls à l'avoir. Et ils asservissent le général allemand Hawkmoon. Et Hawkmoon devient ensuite le pantin de l'Empire. Et les Anglais vont continuer à essayer d'envahir le reste de l'Europe. Surtout le sud de la France. Donc c'est une nouvelle adaptation après Elric de Michael Moorcock. Donc au scénario, on a maintenant Jérôme Legris. Donc Jérôme Legris, j'en avais parlé pour Les Âges Perdus. C'est une très bonne BD d'ailleurs. Donc pour rappel, il partait à la base plus sur le cinéma que sur la BD. Et puis après, il a fait depuis il a travaillé sur plusieurs séries, Horatio d'Alba, Malicorne et le Serpent du. Enfin, j'ai encore regardé, je regarde mes notes parce que par cœur, non, je n'ai pas tout tenu. Pour une fois que c'est pas les Allemands les méchants, oui, mais on est au Moyen-Âge. Nous ne sommes pas en 1940. C'est un petit peu différent. Puis même si on prend les écrits plus encore avant au moment des Romains, les invasions romaines, les Romains ont attaqué les Allemands et donc du coup des fois les Allemands finalement, vu que c'est eux qui se font envahir, d'un point de vue manichéen, c'est eux les gentils. En même temps, c'est vrai que c'est les Romains qui envahissaient la terre entière. Donc j'ai parlé de Jérôme Legris, je vais parler de Benoît Dulac, vu qu'ils sont deux au dessin avec Didier Poli. Donc Dulac commence la BD en 2009 sur une série qui s'appelle Missy Dominici. Et ensuite, il n'a jamais après arrêté de travailler dans la BD. Il a fait certains storyboards pour les mondes d'Aquilon. On les connaît, ces mondes. Et il a aussi déjà travaillé avec Jérôme Legris sur Le Serpent Dieu. Et donc Didier Poli, il a aussi travaillé avec Jérôme Legris, mais lui sur Les Âges Perdus. D'ailleurs, normalement, il travaille toujours avec pour le tome 3. J'espère en tout cas qu'il travaille dessus. Ce serait bien qu'on avance sur cette histoire. Et on en est où? Et donc, voilà, Didier Poli était aussi présent pour Elric. Et donc, il s'est occupé aussi de la direction artistique, un peu la cohésion des costumes, tout ça, pour la collection La Sagesse des mythes, pardon. Et c'est quoi les mondes d'Aquilon? Alors Aquilon, c'est A-Q-U-I-L-O-N. S parce que c'est les mondes. Et je t'invite à regarder le hors-série numéro 2 sur les mondes d'Aquilon, de revoir aussi tous les chroniques précédentes, puisque je parle régulièrement des séries dans cet univers-là. Et j'ai fait le hors-série numéro 3 sur les guerres d'Aran qui se situent dans les mondes d'Aquilon. Et le mois prochain, on voit la belle Valkyrie, il y aura ce livre, c'est une avant-première, Orques et Gobelins, dont je ferai la chronique. Et peut-être que tu trolles. Exactement, mais je le sais que tu trolles. Mais moi, je suis sérieux. C'est ça qui est beau. C'est tu trolles, mais je prends ça premier degré. Parce que oui, tu es très souvent présent et donc tu sais de quoi je parle. Quelques images. Donc c'est un premier tome et c'est ultra classique. On te présente l'univers, on présente les personnages, on présente l'intrigue et les enjeux à venir. En un peu plus de 50 pages, donc il a le temps quand même d'exposer son histoire. Compliqué d'aller un peu plus loin. Là voilà, moi mon avis c'est j'attendrai de voir les tomes suivants. Pour l'instant c'est bien, mais il me manque de la matière pour pouvoir en dire plus. La série en tout cas a du potentiel. Je ne connais pas les récits originaux de Moorcock. Voilà pour la chronique, ce que j'ai à dire sur Hawkmoon. Aussi, donc c'était très court avec Vigilante. Oui, je me retourne parce que ma mémoire me fait défaut, je pense à plein de choses. Allez, passons à la suite.
Enfin voilà voilà à quoi je pense, hein. Je pense à la suite et faut que j'avance. J'ai lu Elric, j'aime bien. Alors, tu as lu Elric les livres ou tu as lu l'Elric la BD? Ah, on va attendre un petit peu avant de commencer la trilogie Nicopole, qui est un 3 tomes en un. Les livres, d'accord, ok, c'est très bien, c'est intéressant. Moi je n'ai lu que la BD, j'ai bien aimé, mais je n'ai pas la fin, la suite. Donc si tu trouves ça bien, peut-être qu'un jour j'irai. Quand j'aurai terminé The Expanse, c'est que j'aurai lu un peu plus de Terry Pratchett. Petit aparté, je reviens sur Terry Pratchett. J'ai lu le premier volume qui parle du guet. Le guet, c'est c'est la milice de la ville principale de, de Terry Pratchett, entre Morpock. C'était très très drôle, je me suis vraiment fondu la poire. Donc la trilogie Nicopole. Nous sommes en 2023, nous sommes même en mars 2023. Je parle des BD de mars, on est en mars 2023, j'étais raccord quand j'ai découvert la trilogie Nicopole. J'adore ça. Après avoir passé 30 ans en hibernation dans l'espace, puisqu'il était emprisonné ce monsieur, il y a Nicopole qui est de retour sur Terre, sauf que le monde qu'il a connu 30 ans plus tôt, il a énormément changé. En parallèle de ça, vous avez une pyramide qui est au-dessus de Paris, où il y a des dieux à l'intérieur, et un dieu, Horus, il a décidé de faire sécession et de prendre possession d'un corps humain pour plus ou moins lutter contre, on sait pas trop, contre les autres dieux. On sait pas trop ce qu'il veut. Voilà pour la trilogie Nicopole, pour l'histoire, qui était le grand prix, non, Bilal a été grand prix à Angoulême en 1987. D'ailleurs, j'y reviens, puisqu'il a commencé la BD en 1971. Donc, il a commencé dans le magazine Pilote, puis ensuite il a collaboré avec Pierre Christin. Pierre Christin, c'est Valérian. Donc, il a pu obtenir le grand prix en 87 pour l'ensemble de son œuvre. Qu'il n'a pas terminé. Il a les yeux qui brillent, Horus. Oui, sur la couverture, il a les yeux qui brillent, mais ouais, c'est pour donner un truc. Regardez, c'est un dieu, il a les yeux qui brillent. Ce qui doit être très pratique pour drill dans le noir. Référence à Astérix et 12 travaux. Avec Hilal. Oui, donc Bilal, il a reçu en 87 ce prix à Angoulême, sauf que son histoire n'était pas terminée. Déjà, il a dû terminer sa trilogie Nicopole. Ensuite, il a commencé en 98 avec la tétralogie du monstre, qu'il a terminé depuis. Et là, actuellement, il est sur la série Bug, dont le troisième tome, il est sorti l'année dernière. Il y en a 5 de prévus d'ailleurs. Et je vous épargne tout ce qu'il a pu faire à côté du monde de la bande dessinée, parce qu'il a aussi beaucoup travaillé ailleurs. Une prochaine fois peut-être, hein, quand je parlerai d'Unky Bilal. Faut appeler Richard Dean Anderson. Et là on a la référence Target. Ouais, mais son antagoniste principal c'était, non, j'allais dire Imhotep, mais ça c'est la momie. C'est Apophis. Si, c'est Apophis. J'ai un trou. Ça va me revenir, enfin ça te reviendra, chef Maxime, et donc ça me reviendra. Allez hop, on va quelques images, parce qu'on a quand même 2-3 trucs à dire sur... Enfin justement, on a 2-3 trucs à dire, mais c'est pas évident, parce que je ne sais justement pas trop quoi penser de cette trilogie, donc ces 3 livres. Parce que dans l'ensemble, j'ai bien aimé. En même temps, mes petites analyses, je sais pas trop pourquoi, parce que bon, c'est de la SF, donc déjà tout de suite ça fonctionne chez moi, hein, là-dessus ça me parle. La première histoire, c'est celle que j'ai préférée. Il y a des enjeux qui sont clairs, et puis on découvre cette mais voilà, là ce qui se passe, là que je galère, je lis quelque chose dans le chat, j'analyse et je sais tout quoi dire parce que je lis en même temps, je ne sais pas faire 2 choses en même temps. Donc oui, c'est rigolo. Voilà, toi tu l'as, c'est le mot, mais c'est rigolo quand tu me vois galérer. Merci chef Maxime, je soutiens du chat, ça fait plaisir à lire. Donc, revenons, concentrons-nous, enfin, je me concentre, revenons à Nicopole. Donc j'ai bien aimé cette première histoire, il y a des enjeux qui sont clairs, et en plus on a une découverte de l'univers, ça prend un petit peu son temps à bien présenter. Les suites, j'ai eu plus l'impression qu'elles étaient là pour être là. Il avait des idées, Unky Bilal, il les a développées, il y a une continuité, hein, on retrouve les personnages qu'on avait découverts dans le premier tome, mais on a beaucoup, à ce moment-là, il y a beaucoup d'éléments étranges
il y en avait déjà beaucoup au début, qui sont rajoutés un peu partout, même des fois certaines qui sont complètement alambiquées. Euh, c'est là-dedans que Enki Bilal invente un sport fantastique qui est le chessboxing, où il y a deux façons de battre son adversaire, soit de le mettre KO à la boxe, ou alors de le battre aux échecs. Entre deux rounds, on joue aux échecs. Parce que je sais pas trop comment il y a des règles. C'est une fédération qui existe aujourd'hui. J'aime bien l'idée. Euh, tac tac tac, vous voyez la narration, elle est très maîtrisée, ça y a pas de problème. Donc on perd pas l'histoire en route sur ce qu'il est en train de raconter. Maintenant, on ne sait pas toujours pourquoi les personnages font ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ils le font. Donc voilà pourquoi je suis un peu partagé. Je sais que j'aime bien, mais il y a des choses qui sont complètement what the fuck. Bon. Voilà, c'est à lire, c'est surtout que c'est présent sur une collection chez Casterman. Ils ont sorti beaucoup de livres liés aux toutes les personnes qui ont eu des prix à Angoulême. On a du Thierry Pratt avec Porto Maltese. Et c'est des tomes qui sont pas trop chers parce que voilà, on a finalement la trilogie Nicopole, c'est un petit format, mais c'est 3 volumes, et là c'est 3 volumes pour 12€. Donc, bon voilà. Et là ça fait un peu du Pierre Bellemare, mais c'est un prix correct pour 3 volumes. Après c'est du format souple. Ça c'est moins bien. Et c'est Enki Bilal qui a inventé le chessboxing, tu ne savais pas. Alors, j'en suis sûr, c'est vrai que j'ai pas été vérifier mes sources, j'en suis sûr à 98%. Je pense que c'est vraiment lui. Je sais qu'il y a des compétitions qui existent aujourd'hui, mais je suis sûr que ça vient de chez Bilal. Mais j'en mettrai quand même pas ma main à couper. Donc voilà pour la trilogie Nicopole. Et on va revenir sur l'univers Valiant. Et je vous avais dit que je vous parlerai à nouveau de Shadowman. Sauf que, il y a 2 mois, je vous avais parlé du Shadowman de 1996. Et là maintenant c'est le Shadowman de 2022. 2020, oui c'est ça, le reboot du reboot. J'avais parlé du tome 1 l'année dernière. Et donc c'est rigolo à regarder un match de chessboxing, je ne l'ai jamais fait. Je suis pas assez fan d'échecs pour en regarder, alors que j'adore la boxe. Puis je me dis que les boxeurs, c'est pas forcément les meilleurs boxeurs du monde. Bon, voilà, je préfère voir quand même des très bons boxeurs plutôt que des boxeurs semi-pro ou amateurs. Donc revenons sur Shadowman. Shadowman, donc c'est personne qui est censé, c'est le gardien du monde des morts. Dans ce volume 2, qui est la suite du volume 1, formidable. Shadowman, donc dans le volume 1, les morts commençaient à envoyer un petit peu trop le monde des vivants, et sauf que Shadowman, là, dans ce volume-là, il a décidé plus ou moins de faire la paix avec les morts. Sauf que le monde des morts ne cherche pas du tout à négocier. Eux, ils veulent, c'est l'envahir. Notre Cullen Bunn est toujours au scénario, qui est un auteur spécialisé dans les récits horrifiques et dans l'horreur, voire même des récits fantastiques à tendance horrifique. Et on a cette fois-ci Pedro Andreu qui remplace John Davis Hunt au dessin, et j'ai retrouvé la trace de l'espagnol sur du Bloodshot, le reboot de Tim Seeley qui a été fait il y a 2020 je crois, peut-être un peu avant. Et c'est malheureusement tout, peut-être quelques pages intérieures dans un autre comics aussi, 2 autres couvertures, voilà, j'ai pas trouvé plus d'informations sur Pedro Andreu. Alors, donc, comme dit l'année dernière, c'était en mai, c'est dommage d'avoir coupé cet arc en 2, parce qu'il y a 4 chapitres, en tout 8 au total, sur le tome 1, tome 2, et l'histoire est terminée. Ça aurait pu faire l'objet d'un plus gros volume, donc c'est un petit peu dommage. On a l'arrivée de l'antagoniste, dans ce volume-là, on a vraiment l'arrivée de l'antagoniste, on sait pourquoi du coup les morts envahissaient dans le tome 1. Donc on n'a plus une chasse aux monstres comme dans le tome précédent. C'est un petit peu mieux. La présence de l'adversaire, c'est un peu capillotracté, mais finalement, pourquoi pas. C'est même une bonne idée. Ce qui est une moins bonne idée, par contre, c'est d'avoir fait revenir 2 antagonistes. Enfin non, ça c'est une bonne idée d'avoir fait revenir. C'est le traitement qui sont faits de ces antagonistes-là qui est pas bon. C'était 2 personnages qui étaient très forts, qui étaient craints par Shadowman et par l'univers Valiant, qui étaient puissants. Ils avaient de l'ambition, ils avaient des objectifs,
Mais par contre, dans Shadowman tome 2, ce ne sont juste que des faire-valoir, et ça c'est assez dommage, c'est sous-exploiter leur potentiel. Triste. Les graphismes sont intéressants, je suis entièrement d'accord avec toi Bob. Ça change justement un peu des dessins qu'on avait eu avant avec John Davis Hunt, qui était légèrement plus classique. Puis ça se prête pas trop mal à Shadowman, et j'aime bien des fois que justement qui tentent autre chose que dans l'univers. Depuis le reboot de 2020 à peu près, ils ont tenté autre chose graphiquement. Des fois c'est raté. Je sais pas si ça sortira un jour en France, je pense à Ninjak. Ninjak, où ils ont pris un spécialiste de la ligne claire, ça marche pas du tout. Là, c'est intéressant. Les couleurs aussi de Jordi Belair, habitué à l'univers Valiant, jouent aussi beaucoup sur les graphismes. On a aussi l'arrivée, d'ailleurs vous pouvez le voir dans ces pages-là, dans celle-ci, c'est une équipe que je qualifierais de Scooby Gang. Voilà, on les voit bien, c'est haut en couleur ces personnages, hein, très distinctifs. Mais bon, en 4 chapitres, c'est vraiment que des faire-valoir, hein. Ils font tout, et puis fin de l'histoire pour eux. Je vais quand même remonter la note globale que j'ai pu avoir par rapport au tome 1. Mais voilà, 4 chapitres sur ce tome 2, c'est vraiment trop court. En tout cas, Shadowman, il va revenir avec le monde des morts, avec le livre des ombres, et donc le monde des morts aussi, où il fera équipe avec le Docteur Mirage, le Guerrier Éternel et Punk Mambo. Je l'ai lu en VO. Voilà, voilà, on en verra quand ça sortira en France. Et tu peux être Samy, si tu veux, après je peux faire Samy aussi. Ah non, attends, je fais... Oui. Non, bah non, j'allais faire Homer Simpson, donc ça marche pas. Non, bah je vais pas essayer d'imiter Sammy. En plus, j'aurais plutôt imité Scooby-Doo que Sammy. Donc voici pour... Hop, je remets certains tomes en place. Donc voici pour Shadowman, et on va passer à une BD franco-belge dont je suis très content de vous parler, c'est Colonisation. Colonisation, je vous en avais déjà parlé l'année dernière aussi. Je vais parler du tome 6. Donc, petit rappel, hein, l'humanité a envoyé des vaisseaux un peu à travers la galaxie pour la coloniser, hein, avec dedans des humains cryogénisés. Sauf que après leur départ, des extraterrestres sont arrivés et nous ont partagé leur savoir technologique, et du coup, les humains savent voyager dans l'espace beaucoup plus vite que les nefs qui ont été envoyés, les différents vaisseaux. Et on va suivre une équipe qui est chargée de retrouver les différents vaisseaux et leurs occupants. Ça, c'était au début. Derrière, il y a eu d'autres choses qui se sont appliquées, et maintenant, peut-être que les extraterrestres, ils n'étaient pas si sympas que ça au départ. Et ce qui me fait penser à un épisode d'ailleurs de Star Trek où c'était un petit peu le cas. De Star Trek. De Stargate, excusez-moi. Ça commence pareil, mais ça finit pas pareil. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Toujours Denis Pierre Filippi et Vincenzo Cha. Donc pour Filippi, parce que Kucha... Oui, non, pour Filippi, il a fait beaucoup de bandes dessinées jeunesse, et donc je vais pas trop citer les différentes séries jeunesse, puisque j'y connais rien, pour quand même reconnaître, hein, les séries jeunesse, c'est pas trop mon truc. Par contre, pour Filippi, je viens d'en parler. Pour Kucha, il a pu dessiner, lui, 4 numéros de la série She-Hulk. Mais aussi, il aime dessiner des histoires à tendance érotique. Voilà, je pense à Titania, Pandamonia et Hot Charlotte. Enfin, quand je dis je pense, hein, c'est ce que j'avais écrit. Nous sommes donc déjà à 7 tomes pour Colonisation. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, parce que c'est sans doute une des dernières séries de science-fiction en cours qui dure. Parce que des fois, les séries de science-fiction, ça dure 2-3 épisodes et puis c'est terminé. Là, on en est au tome 7, avec une histoire qui se suit, même si au début c'était des one-shots. Maintenant, il y a avec un fil rouge. Là, sur celui-là, c'est un petit peu la transformation. C'est toujours une mission qui est dans ce volume-là, avec le briefing, tout ce qu'il faut, mais on n'a pas la fin. Il faudra attendre le tome 8 pour avoir la fin de la mission. Ça, c'est un peu une nouveauté, mais il faut mieux lire les 6 précédents de toute manière. Et par rapport à cette série qui dure, c'est aussi une des meilleures séries de science-fiction de ces dernières années. Si on prend les 10 dernières années, ouais, c'est sans doute une des meilleures.
J'ai une pensée quand même pour Universal War 2 de Denis Bajram, mais bon, on n'a pas eu d'album depuis 2016, donc bon, c'est pour ça que je la mets un petit peu de côté, mais normalement, il semblerait qu'au mois de janvier prochain, le tome 4 sortirait. Suspense, j'espère en tout cas, on croise les doigts. Donc ça j'ai déjà dit. Donc oui, même si l'histoire ne se termine pas dans ce volume-là, le contenu il est déjà conséquent parce que bah voilà, on a tout qui fait un peu le charme de la série, on a l'action, on a justement les briefings aussi, on a des dialogues qui sont plutôt légers par moment, ce qui permet de ne pas plomber l'ambiance parce que des fois, sinon ce serait un petit peu triste, mais l'humour, enfin les punchlines sont assez bien dosés pour garder quand même la tension entre les scènes. Comme je dis, s'il n'y avait pas ça, ce serait lourd à lire. On n'aurait pas forcément la banane à la sortie de l'album. On a 2 équipes séparées sur la mission, mais justement ça se suit bien, c'est très bien géré. Justement, on n'est pas là à dire ah mince. Enfin si, on est là à dire à la fin ah je veux savoir la suite, mais on veut aussi savoir la suite de notre histoire. Donc ça s'enchaîne bien. En plus, voilà, l'action démarre vraiment au même moment. Non, franchement, il y a une vraie maîtrise de Denis Pierre Philippi. L'art de la punchline est subtil. Oui, comme on peut voir dans les Marvel aujourd'hui, il y en a peut-être un peu trop et ça ne marche pas. Alors que au hasard, les James Bond originaux hein, je pense par exemple à ceux de avec Sean Connery. Paf, la petite phrase une fois qu'il a refroidi le mec, bon bah c'était pouf, ça passait bien. Des fois un petit peu trop, de toujours tout dédramatiser, ça marche pas. Là, il y a quand même des moments un petit peu durs. Surtout même dès le début de l'album. Je ne veux pas trop montrer parce que ça pourrait spoiler si vous avez lu les tomes précédents. Donc, ce sont des images, mais j'ai essayé d'éviter les spoils. C'est toujours compliqué, mais j'essaye quand même à chaque fois. Les auteurs, oui. Bah, ils ont l'air vraiment d'avoir un plan sur cette histoire, heureusement, j'ai envie de dire. Donc on avance toujours bien dans l'intrigue. Mais j'espère en tout cas quand même que l'histoire ne s'étire pas trop non plus. Hein. Je pense à Sillage où on est au tome 20 et quelques. C'est un petit peu trop long. Là, si on arrive, si on a, je sais pas, 10 tomes, 10-12 tomes, ce serait pas mal, je pense, pour cette série. Ça évitera un étouffement. Voilà donc pour Colonisation, le tome 7, qui est appelé Répercussions. Tu vas à côté et on va passer à la suite. Oh oui, je suis content de vous en parler. Et ce petit livre, c'est un comics, Gerion, je ne sais pas comment ça se prononce, la chrysalide et la pierre, qui est un format qui est un petit peu plus grand qu'un manga, hein, toujours au format souple. Donc de quoi va nous parler Gerion? Toi tu aimes bien les punchlines dans les Marvel? Alors oui, j'aime bien aussi, mais pas trop. C'est quand même quelque chose qui se reproche de la formule Marvel, disons que tous les films. C'est un petit peu comme les elfes, le monde d'Aquilon. Des fois, tout se ressemble un petit peu et ça devient lassant. Même si, bon, elfe, le monde d'Aquilon, je m'accorde quand même un peu au-dessus des Marvel. Enfin, non, c'est différent. C'est 2 médias différents, donc je peux pas comparer. J'aime bien les Marvel aussi, mais bon, je regarde maintenant ça sans me poser trop de questions. Alors, je regarde. Parce que bah, voilà, j'aime quand même bien les comics, et à un moment, c'est des comics live, ça se regarde. Faites juste un effort sur les effets spéciaux, s'il vous plaît. Donc, Gerion. On va suivre dans Gerion un jeune Gunflynn. Gunflynn, c'est un personnage avec un gros nez. Par exemple, là, on en voit 2. Sur cette couverture, on en voit même 3. Ça, c'est un Gunflynn qui cherche justement à être un petit peu plus qu'un ouvrier. On est dans un monde qu'on pourrait dire post-apocalyptique, hein, qui vivent dans un vaisseau. Donc d'ailleurs, ce jeune Gunflynn, il a fait des découvertes dans ce vaisseau, et il va lui arriver des choses. Je peux pas en dire plus, sinon ce serait du gros spoil. Donc je dis pas grand chose de plus. On a Tom Lintern qui est au scénario, au dessin, à la couleur, à tout. C'est un illustrateur qui bosse à la base dans la publicité, dans les jeux mobiles ou dans l'illustration de livres pour enfants. Et donc il nous a fait un comics. Oui, alors la couverture est différente, c'est que c'était un financement participatif sur Uni, fait par Comics Initiative, qui passe toujours par des financements participatifs pour publier ses livres. Je vais mettre des images. Alors,
Les images, je m'excuse, c'est que d'habitude sur les comics j'arrive à trouver des images en VO et là impossible d'en mettre la main dessus. Donc je vous ai mis les images qui ont été partagées durant le financement participatif. Donc des fois ce n'est pas des pages entières, ce sont plutôt des mixages de différentes cases. Pour des pages entières, bah, voilà, on va montrer, voilà, par exemple celle-ci, et hop là. Je vais du mauvais côté, je vais vous en montrer, allez, peut-être une autre, allez, voici celle-ci, sortie du contexte complet, donc hop, avec un beau reflet, ça fait beau. Voilà pour quelques images aussi. Je suis embêté de vous parler de cette image-là, de la bande dessinée, parce que l'univers, il est enchanteur. Il y a un mélange un peu de fantasy et de science-fiction qui fonctionne. On peut penser, ça peut faire un peu penser à du Ghibli. Je pense par exemple à Nausicaa et la vallée du vent. Il est bien brillant le papier. Oui, c'est vrai que c'est un papier plutôt brillant, mais oui, j'aurais appelé Xoma Noir, il aurait peut-être pas brillé. Donc oui, forcément, là, je suis en contre-jour, justement pour avoir de la lumière, donc c'est normal que ça se réverbère sur le livre. Donc oui, ce livre, voilà, il y a un univers enchanteur, il y a les personnages avec de petites tailles, là, avec leur gros nez, ils sont tout mignons ces personnages. Donc c'est pour ça que je suis embêté de vous en parler, parce que tout ça, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses dedans qui me gênent. Déjà, il y a l'histoire en elle-même, elle met beaucoup de temps à démarrer. Souvent, je me plains en disant ça va trop vite. Là, c'est un petit peu long. J'ai mis du temps à rentrer dedans, à pouvoir rentrer dans l'histoire. Il y a peut-être un ou deux chapitres de trop par moment dans le début. Pour continuer, pour revenir un peu sur le scénario, on apprend vraiment au fur et à mesure, donc ça, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé tout un peu flou. Voilà, il y a, c'est pas trop le pourquoi, le comment des différentes actions de personnages, de ce qui se passe. Il y a un côté mystérieux à l'ensemble, donc très bien, mais j'espère en tout cas qu'on aura des réponses dans un tome 2. Parce un tome 2 est prévu. Si je me suis pas aussi imprégné de l'histoire, c'est peut-être à cause des dessins et du format. Alors, pas les dessins en tant que tels, parce que ça, je les trouve je trouve super beau. C'est plus les couleurs. Les couleurs, c'est monochrome, c'est très marron. Je veux pas dire une bouillie marronasse comme les effets spéciaux des Marvel, on y revient. Mais c'est marron, donc il y a des détails qui ont du mal à sortir trop monochrome. De temps en temps, il y a un peu de bleu qui ressort. Après, la taille n'aide pas non plus. Un format plus grand aurait pu aider à mieux distinguer les détails, mais je pense que l'édition originale était dans ce format-là. Et je me pose même la question si c'était pas un webtoon à l'origine. Je ne pense pas, parce qu'il y a des doubles pages, donc j'y crois pas trop. Mais en tout cas, ça pour un format webtoon aurait pu fonctionner. Donc à voir pour le tome 2, c'est toujours encourager les éditeurs de comics indépendants. En plus, il y a une proposition originale, donc c'est pour ça, si vous pouvez essayer de peut-être le découvrir, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a un tome 2, donc je ne manquerai pas de vous parler quand il sortira. Hop, donc voilà pour Gyrion. Ou Gyrion, ou Gyrion, je ne sais pas. Moi je prononce pas, il n'y a pas de U, donc je fais J, mais je ne sais pas. Et on va passer cette fois-ci à quelque chose de beaucoup moins indépendant. One Punch Man. Oui, vous connaissez, on est au tome 26, Menace inconnue. Donc on a Saitama, le One Punch Man, qui explore les tréfonds de l'association des monstres, tandis que les classes S se battent contre des adversaires qui sont très puissants. On a toujours Yusuke, Murata et Ohan qui sont au dessin et au scénario. Pareil, je passe assez rapidement parce que vous connaissez la série désormais. Hein. J'ai pas grand chose à dire de plus par rapport au tome 26. J'ai bien rigolé sur certaines séquences. Ça par contre, ouais, ça m'a fait marrer en disant ah tiens, c'est rigolo. Ou non, rigoler carrément. On va faire haha. J'ai rigolé, hein, vous avez vu, hein, je suis très bon comédien. Hein. On sent bien la puissance, c'est ça qui est très très bien dans cette série, c'est qu'on ressent bien la puissance des combattants durant les affrontements. Il y a un équilibre dans ce volume-là qui est bien entre Saitama,
qui est le personnage principal, et les autres héros, aussi bien. Donc c'est bien fichu et c'est agréable à lire. Tout à l'heure on parlait des héros qui régressent, là au moins on a un shonen où le héros arrive, il est déjà super puissant. Il n'est pas toute la phase avec des monstres de plus en plus forts, non il a des monstres de plus en plus forts, mais il les défonce. Donc ça change rien. Mais c'est tout l'acheminement du truc qui est rigolo à lire. On a du tournoi aussi dans One Punch Man, comme dans un shonen classique, mais qui est du coup détourné par la surpuissance de Saitama. Donc voilà pour One Punch Man. Allez, cette fois-ci je ne le jette pas. Passons à la suite et on revient à de l'indépendant et du comics. Sauf que là on n'est pas du tout sur la même taille que pour Girion. Et on va aller parler de Forgotten Blade. Alors c'est un monde de fantasy science-fiction. Allez, on va dire c'est un truc, quelque chose comme ça, puisqu'on se combat avec des épées. Il a l'air d'avoir quand même pas mal de technologie aussi, donc bon, c'est un monde assez... Allez, à la steampunk. Il veut absolument rien dire, mais peut-être à la monde... Ouais, ce serait vite fait de dire à la Final Fantasy 7, peut-être au 6. Tu as rigolé, il y a un japonais qui fait la training routine de Saitama et ça a marché, il est trop musclé maintenant. Ah bah, à faire du sport tous les jours. Oui. Oui, vous allez vous muscler, vous allez vous renforcer en plus au niveau comment ça s'appelle, du cardio. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Vous allez être un peu plus endurant. Enfin même pas trop cardio, c'est plus de l'endurance, puisque si vous montez très vite un escalier, ça va être compliqué. Mais effectivement, d'aller vous muscler. Il va vous manquer quand même des chaînes des chaînes musculaires, parce que oui, alors, je suis entraîneur d'athlétisme, hein, pour ça je me permets d'en parler un petit peu. Pourquoi? C'est que oui, je crois qu'il fait des pompes, il fait des abdos et il court 10 km. Je crois que c'est quelque chose comme ça qu'il fait. Mais il fait beaucoup de pompes et d'abdos. Bah, c'est que les pompes, vous allez travailler surtout les triceps et les pectoraux, donc oui, vous allez être musclé, mais peut-être vous manquez quelques biceps aussi. Ça va travailler, mais moins. Les dorsaux vont travailler, mais ouais, vont un petit peu travailler aussi. Les abdos, il fait dire crunch. Oubliez ça, ne faites jamais de crunch. Ça c'est d'aller vous flinguer, les abdos, et si vous êtes une femme, vous risquez d'avoir des problèmes aussi d'incontinence. C'est pas joyeux. Et en plus, vous allez muscler beaucoup les abdos, vous allez pas du tout faire travailler les lombaires. C'est bien d'avoir une ceinture abdominale équilibrée. Et puis c'est bien de muscler le haut du corps, mais il y a le bas, faut courir, c'est bien, mais ça renforce pas que j'aurais même dit ça affine un petit peu. Et toujours pareil, hein, si vous voulez les muscles se voir, hein, faut faire fondre la graisse, et faut manger moins, faut adapter son alimentation. C'est pas non plus de faire des régimes. Voilà, c'était l'instant muscu. Donc revenons à notre Forgotten Blade, puisqu'en plus on a parlé de quelqu'un qui était très fort, et là on va parler d'une autre personne très forte, puisqu'on a une femme qui va recruter le guerrier le plus fort du monde afin d'aller tenter de tuer un dieu. Rien que ça. On a Di Chun au scénario, qui est surtout connu dans le monde du cinéma et de la télévision, puisque c'est un scénariste et un producteur de séries. Il a produit Gotham, la série avec Batman, genre la préquelle de Batman, enfin surtout de Gordon, Once Upon a Time, et il est showrunner de la prochaine série animée Gremlins. Ouais, quand j'ai lu ça m'a fait oh putain, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il a confondé aussi le studio de comics TKO Studios. Et on a le serbe Tony Fej, pas facile à dire, hein, il est serbe. Il a commencé à dessiner pour Soleil, Central Zero par exemple. Et depuis quelques années, il a travaillé avec des grands noms, des auteurs renommés du comics, comme John Arcudi ou Greg Rucka. Donc John Arcudi c'était pour Dead Inside et Greg Rucka c'était pour Veil. Il illustre aussi beaucoup de couvertures, Tony Fej-Joula. Et voici quelques dessins qui sont assez particuliers, que j'aime beaucoup. Mais particulier, ça veut rien dire, c'est ce qu'on a dit il y a 2 mois. Enfin, il y a le mois dernier même. Donc, non, ils sont plutôt atypiques. Ce qui veut rien dire non plus, mais ça me fait plaisir. Si je fais justement cette chronique aussi depuis un an, c'est pour vous présenter aussi certaines BD et donner envie de les lire la plupart du temps. Maintenant, je sais qu'on peut pas non plus tout lire.
Et puis arrive en fait un titre comme Forgotten Blade, qui je vous conseillerais de lire Forgotten Blade. C'était très bien, surtout si vous accrochez au dessin, hein, là-dessus il n'y a aucun problème. Vous avez eu le droit à une histoire, plus des dessins donc bien ficelés, agréable à suivre. Mais toute cette intro, pourquoi pourquoi lire ce titre plutôt qu'un autre? Parce que oui, Forgotten Blade nous donne toute cette histoire justement classique de voyage du héros, comme peut nous le faire d'autres titres de comics indépendants. Je pensais justement à des titres que j'ai présentés ici, comme Noctera ou Seven to Eternity. Ce sont des récits similaires. La différence, ça va être sur le monde présenté, sur les motivations des personnages, leur caractère, leur design. Les enjeux du coup sont un peu différents, mais au final c'est un récit classique de voyage du héros. Donc la structure narrative de Forgotten Blade, elle est finalement identique et n'apporte pas grand chose de neuf par rapport au reste. Les noms d'Europe de l'Est, pour prononcer toutes les consonnes, elles sont muettes, voilà. Si elles sont suivies par une autre consonne. Ok, donc oui, c'est Tony fait Jula. Mais enfin, c'est pas donc c'est compliqué, c'est des sons qu'on n'a pas trop l'habitude de dire en France. Mais effectivement, merci de corriger un petit peu. Déjà, j'ai quand même noté qu'on disait Zichun et pas Zichun. Voilà, j'ai quand même fait un effort sur un endroit, mais pas jusqu'au bout pour Fejula. Donc voilà pour Forgotten Blade. Je termine aussi. Donc, en ce qui concerne quand même ce comics, qui était très bien, oui, j'ai invité à le lire parce que voilà, on a des dessins, beaux dessins. Moi, j'accroche complètement les dessins. On a une bonne histoire, un bon univers. Et puis surtout, c'est un comics indépendant, et en France, les comics indépendants, voire même comics courts, ils ont besoin d'aide. Oui, là je vais faire un appel à l'aide, un appel au secours. Parce que dans les comics, vous allez souvent les retrouver dans les recoins sombres des librairies, et finalement, c'est plus ou moins à nous, lecteurs, ou lecteurs potentiels, d'essayer de mettre en lumière ces titres-là, et en soutenir les éditeurs. En investissant justement dans les titres. En plus, on a un grand format du comics, un peu plus grand qu'un comics classique, donc ça c'est très bien. De plus, actuellement, les comics c'est un marché de niche. C'est 4% des ventes sur la totalité de la bande dessinée, des mangas et des comics. Comics indé, je n'en parle même pas. Et donc, ce qui arrive à être édité en France, c'est que ça doit pas être si mauvais que ça. Et jusqu'à présent, ça se confirme assez. C'est toujours des histoires assez quand même assez sympas. Donc, soutenez les comics indépendants, sans arriver à non plus à la surproduction de mangas. Là, on a vraiment tout un tas de mangas, ils sont pas forcément tous de qualité, je pense. Forcément, je les ai pas lus, je peux pas dire, mais tout ce qui arrive doit pas être top. Alors que les comics, si, c'est bien. Si, c'est bien. On a des crossovers des fois, Batman, Fortnite, je ne sais pas la qualité de ce livre-là, je ne suis pas le public ciblé. C'est surtout ce qui marche en comics, mais bon, soutenez les éditeurs. En tout cas, pour la suite, un éditeur qui a beaucoup moins besoin d'aide, c'est Panini Comics, puisqu'il édite les comics Marvel, et les comics Marvel fonctionnent. Surtout les éditions petit prix, comme ce Jessica Jones, alias. C'est un comics justement qui était sorti, donc souple, ça a toujours moyen de souple. Jusqu'à présent, ils avaient fait du cartonné. Bon, là c'est moins souple. À petit prix, à 7€, une histoire complète. C'est dans la collection Marvel Super Héroïne. Une collection justement qui vont parler des différentes super-héroïnes de chez Marvel, et c'est celles qui ont eu une adaptation cinématographique ou télévisuelle. Donc dans ce Jessica Jones alias Origine secrète, on a l'origine secrète de Jessica Jones, et en parallèle on a une confrontation dans le présent face à l'homme pourpre, un homme qui étouffe de lait, mais qui a des pouvoirs terrifiants.
Et derrière au scénario et même à la création du personnage, on a Brian Michael Bendis. C'est un monsieur qui est quand même talentueux. Il a vraiment gravi tous les échelons du comics parce qu'il a commencé euh, avec des comics indépendants chez Image Comics. Il avait créé tout un univers qui s'appelle le Jinx World. J'ai pas lu, donc je pourrais pas trop vous en parler. Il est passé aussi sur Spawn de Todd McFarlane, qui est le PDG de Image Comics. Derrière, il est allé chez Marvel, où il a été à la tête de la création de l'univers Ultimate, qui était un reboot de l'univers Marvel au début des années 2000, avec des personnages beaucoup plus jeunes. Peter Parker il est redevenu à nouveau étudiant. Il y a eu l'introduction aussi de le nouveau Spider-Man, Miles Morales. Il a créé aussi une division un peu plus adulte au niveau des comics, dont ce Jessica Jones était le fer de lance. Il a créé Jessica Jones, justement avec tout un tas d'idées d'ensuite qu'il a pu remettre un peu dans les comics Marvel. Ça a été repris pour tout ce qui est film, série. Il y a beaucoup de ces idées qui ont été reprises, ou elles vont l'être. Et en 2017, donc il était toujours chez Marvel, il a fait un tweet qui a eu l'effet d'une bombe dans l'industrie du comics, puisqu'il annonçait qu'il partait chez la distinguée concurrence, chez DC. Pour jusqu'à présent, il s'est occupé principalement de Superman. Et voilà où il en est, c'est à peu maintenant, la tête pensante chez DC Comics. C'est lui qui donne les grandes lignes, je crois, si je ne dis pas trop de bêtises. Et accessoirement, il a obtenu 5 Eisner Awards. Seulement. Ce qui l'accompagne, on a Michael Gaydos. Son grand fait d'armes, ça reste Alias. Il a bossé un petit peu partout depuis. Oui, seulement. Oui, parce que quelqu'un comme John Stewart en coloriste, il en a obtenu beaucoup plus. Mais c'est un coloriste et puis il était. Quand même. En plus, c'est pas John Stewart, c'est Dave Stewart. Il aurait pu pousser à 7, hein. Ouais, petit bras. Non, voilà. Michael Bendis, grand monsieur. On a aussi, donc, du coup, avec Michael Gaydos, on a aussi Mark Bagley, qui, je ne l'ai pas mis, qui aussi dessine un peu à travers ce comics, qui a dessiné Ultimate Spider-Man. Et j'ai un petit peu honte de m'arrêter juste à Ultimate, parce qu'il a travaillé sur quand même beaucoup de comics. Il a une grande carrière. Alors, quelques images, donc j'ai mis les dessins de Bagley et de Guidos. Donc là, l'arc qui nous a raconté, c'est plus ou moins l'arc qui a été adapté par Netflix dans sa série Jessica Jones. Les origines du personnage en moins, puisque Jessica Jones, avant d'être la détective que l'on connaît, ou pas, si vous ne la connaissez pas, c'est une détective qui est portée sur la boisson, et puis d'où on découvre, forcément dans ce volume-là, mais c'est le souhait de Bendis d'avoir des personnages plus adultes. Jessica Jones, elle n'est pas comme un Captain America, elle a aussi une vie sexuelle. Après, elle est aussi portée sur la boisson parce qu'elle est assez désabusée. Mais ça, c'est vu ce qui lui est arrivé dans son histoire personnelle, qui est mise justement en avant dans ce comics. On a son origin story. C'est une série Disney Plus maintenant. Alors oui, les séries Netflix ont intégré le giron Disney Plus. À quel point ça va être intégré à Disney, je sais pas. Au vu de ce qu'ils vont faire de Daredevil et de ce qu'ils ont déjà fait de Daredevil, je vais me contenter de la série Disney Plus, de la série Netflix. Si jamais ce personnage revient. Donc oui, c'est très bien parce qu'on peut voir les différences. Donc je reviens aux comics. On peut voir les différences entre les personnages, comment sont traités les personnages entre la série Netflix, Disney Plus aujourd'hui, et sa contrepartie papier. J'ai beaucoup justement aimé ce livre-là, découvrir tous les troubles du personnage dans son passé, ce qui l'a justement conduite à devenir ce personnage porté sur la boisson.
Faut quand même quelques prérequis chez Marvel, hein, puisque bah, on aura un petit peu de Spider-Man, un petit peu d'X-Men. On a aussi qui d'autre Bon, non, c'est déjà pas mal. Si, Captain America. D'ailleurs, on le voit ici. Maintenant, si vous êtes intéressé au MCU, ça devrait suffire largement. L'histoire contée ici, elle est quand même assez glauque. Ce qui lui arrive, c'était pas Jojo. Voilà, l'homme pourpre, il a vraiment des pouvoirs terrifiants. Hein. Globalement, il peut imposer aux gens de faire ce que lui a envie qu'ils fassent. Voilà, s'il leur dit bah, mets-toi toute nue, le personnage va le faire. Des fois, c'est dit d'ailleurs. Hein, et sans moyen trop de pouvoir y échapper. Donc, c'est une lecture adulte dans l'univers des super types. Donc, vu à 7€, bah, ça peut vraiment valoir le coup de découvrir. Tue tes parents, exactement, ça marche. Donc, ouais, il y a les autres personnages dans la même collection. Des critiques que j'ai lues, finalement, même les autres sont pas mal. Et je vais peut-être me laisser tenter par Captain Marvel, qui a priori aura pas mal de références à Star Wars, et j'aime Star Wars. Donc, pourquoi pas essayer, on verra ça peut-être le mois prochain. Voilà pour Jessica Jones. Et on approche tout doucement de la fin. Il nous reste encore 3 bandes dessinées, et je commence déjà à vous montrer alors que je n'ai pas changé de scène. Voilà, paf. Est-ce qu'on parle de Carmen McCallum, une héroïne qui date qui a été créée il y a quelques temps déjà. Parlons de l'histoire, parlons déjà de l'univers plus que de l'histoire de ce volume-là. Carmen McCallum, donc nous sommes en 2000, aux alentours des années 50. 2050, pas 1900. Et on va suivre Carmen McCallum, qui est une mercenaire qui réalise des différentes missions pour le compte de gros conglomérats, des multinationales diverses, tout en suivant ses convictions. Des fois, elle suit ses convictions, elle ne suit plus forcément ce pourquoi elle a été payée, ou non d'ailleurs. Donc ce personnage, il a déjà été créé, il a été créé en 1995. Oui, cette couverture fait énormément penser à Ghost in the Shell, hein, puisque ça se passe au Japon. Hein. Le titre c'est Made in Japan. Tout ça, mais on est assez loin de Ghost in the Shell, même s'il y a des thématiques qui pourraient être similaires. Non, il n'y a pas le Ghost, on parle pas de Ghost là, ici. J'y arrive. Enfin non, je peux en parler maintenant. Dans cet univers, on va retrouver de la cybernétique. Oui, effectivement, on a des humains qui sont modifiés. On va parler aussi, modifiés avec des bras mécaniques qui peuvent ensuite aller pirater en connectant sur Internet. Ils peuvent pirater Internet et c'est effectivement la même vision qu'on peut avoir dans Ghost in the Shell. Il y a des robots, il y a des manipulations génétiques qui étaient au cœur des premières histoires que j'aimais beaucoup. Donc oui, on va retrouver des thématiques similaires et voilà, on est dans de l'anticipation qui se veut crédible. C'est ça qui est intéressant dans Carmen. Donc ça a été créé en 95 par Fred Duval et Jess. Jess a quitté le dessin à partir du tome 9, où il a laissé sa place à MM. D'ailleurs, très bonne idée, et vu qu'il y avait un changement de dessin, ils se sont trouvés une petite mécanique pour que Carmen ait un autre visage. J'avais bien aimé. Et par contre, MM a été remplacé par Louis pour le tome 17, sans l'astuce scénaristique pour dire elle a un autre visage. Donc si on sort du monde de Carmen McCallum et de Travis qui se déroule dans le même univers, Fred Duval, il a créé entre autres Jour J, donc ça parle d'Uchronie, Hauteville House, qui est une bande dessinée qui se passe en fin du 19e, qui reprend on va dire plus ou moins c'est du steampunk. Ouais, c'est du steampunk. Quoi, je vais dans les explications du steampunk mélangé à du fantastique. Je ne conseille pas la bande dessinée. Enfin, j'ai pas accroché les dessins et donc je retrouve pas l'histoire de Hauteville House. Il a aussi créé un autre univers steampunk où il a rajouté Sherlock Holmes et Moriarty, qui s'appelle d'ailleurs Moriarty, où il a fait des adaptations de livres et récemment il s'est occupé de la BD Renaissance où des extraterrestres arrivent sur Terre pour nous aider. Donc ouais, c'est quelqu'un quand même qui est très actif dans le milieu du scénario.
Et on a au dessin Louis, j'en avais déjà parlé pour la série Cal. Et c'est un dessinateur, scénariste en fonction des différentes séries. J'ai jamais accroché trop ses dessins et une fois de plus, j'accroche pas trop pour Carmen. Mais ça, c'est un avis personnel parce que ça reste des très beaux dessins, mais c'est les visages, les proportions des personnages. J'ai un petit peu de mal avec ça. Carmen McCallum, c'est une bande dessinée que j'adore, ou plutôt que j'ai adoré. Euh, je suis toujours content de voir un nouvel album, mais en fait, la magie que j'avais au début, elle a un petit peu disparu. La vision, en tout cas, que j'ai de Carmen, c'est que c'est une rebelle. Qui épouse les causes qui lui tiennent à cœur, hein. Souvent on va dire qu'elle est du bon côté, hein. Même si c'est une mercenaire, elle tue des gens, mais elle est quand même du bon côté. Et tout ça, pour faire ça, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, se battre. Donc l'univers, j'en ai déjà parlé, hein. Les premiers albums, justement, parlaient un petit peu de toutes les problématiques qu'on rencontrait avec l'univers qui était développé, hein, la cybernétique, la génétique, le cyberware. Donc ça, c'est intéressant sur ces premiers albums. Et à partir justement du tome 9, on est beaucoup plus centré dans un univers où on va parler des problématiques actuelles. On va parler de l'eau, on va parler du nucléaire. Donc, et en plus, on va entrer ça dans des endroits où il y a vraiment des problèmes, puisqu'on a parlé ça au Mali, ils vont parler de l'eau en Nouvelle-Calédonie, similaire en plus avec le nucléaire, avec les essais nucléaires qu'on a repris là-bas. Je suis méchant et c'est bien, oui, mais non, parce qu'elle le fait, c'est parce que les méchants sont plus méchants, elle les tue, mais parce qu'il est vraiment très méchant. Elle se bat contre des Yakuza, les Yakuza c'est pas cool, sauf dans la série Like a Dragon, enfin, aujourd'hui Like a Dragon ou avant Yakuza. Donc moi j'ai pas accroché cette partie de l'histoire. L'arrivée de Louis, ça n'a pas changé grand chose, surtout sur le premier arc, que là on attaque le deuxième arc, le tome 19. Ça amène encore des problématiques très actuelles, avec surtout des choses qui se sont passées récemment. Je pense à Fukushima, on a encore des références au Covid. C'était il y a 20 ans les gars, passez à autre chose. Enfin surtout... No comment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce tome 9, il est efficace dans ce qu'il propose, hein. Il y a de l'action. Les thèmes justement initiés dans l'arc précédent, si vous avez apprécié, c'est la continuité, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose que j'avais évoqué le mois dernier, ce que j'ai encore pu évoquer aussi au début du... Moi je monte comme ça, parce que pour dire c'était au début. Parce que dans ma liste c'était au début, donc du coup c'était au-dessus. Plus de 10 ans quand même. Fukushima, oui, mais c'est l'histoire. Pardon. Fukushima récent, oui, ça reste des événements il y a plus de 10 ans. Ça reste l'histoire récente. Enfin, attention, les Japonais, ça marque énormément les Japonais, ça a forcément beaucoup marqué les Japonais. Ils en ont justement beaucoup parlé en 2021 pendant les JO à Tokyo. Donc c'est quand même quelque chose qui les a profondément marqués. Nous, peut-être beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'on peut en parler. Enfin, c'est en 2005. Là, on est sur autre chose. Enfin, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'entre le début de la série où on parlait de problématiques liées à l'univers et aujourd'hui, où on va parler, enfin aujourd'hui dans le comics, on va parler des problématiques actuelles. On va se servir de la science-fiction pour parler des problématiques actuelles. C'est pas ça que j'avais apprécié chez Carmen à son début. Parce que c'est ce que je disais. Pour des séries qui ont commencé dans les années 80, 90, 95 pour Carmen, il y a un moment, il faut apporter une conclusion. C'est quand même un peu compliqué de garder le souffle après 30 ans passés sur le personnage. Il y a des séries qui font beaucoup mieux que les séries actuelles. Je pense notamment à une série que j'ai déjà présentée ici, au Pig Squad. C'est du Carmen McCallum, mais finalement, en mieux aujourd'hui. Pas forcément en mieux de 90, mais en mieux d'aujourd'hui. En plus, pour Carmen, il y avait vraiment moyen dans le tome 18 d'apporter une vraie conclusion de la série. Il y en avait une petite, mais finalement, ils ont fait un tome 19. Dommage, ils ont continué. D'ailleurs, tome 19 qui est pas suivi d'un tome 20.
que je lirai, que je présenterai, hein, si je suis toujours là. Donc, conseil pour lire Carmen McCallum, parce que je conseille quand même de lire Carmen McCallum. Arrêtez-vous aux 8 premiers volumes, ça se suffit largement, et même, en plus c'était top, d'aller lire le spin-off Code McCallum, où là on a vraiment la fille qui est complètement rebelle, c'est rock'n'roll l'ouvrage. D'ailleurs justement, on reprend les codes un petit peu de Code McCallum où il y avait beaucoup de références à la musique. Là celui-ci s'appelle Made in Japan. Et le, le, le CD des Pink Floyd, enfin le vinyle des Pink Floyd, non c'est pas les Pink Floyd, si c'est les Pink Floyd, ah je sais plus, arg. Oui je lis ma bande dessinée comme ça devant vous, hein, tranquille, hein. C'est pas du tout les Pink Floyd, paf paf paf, ah, paf paf paf, Deep Purple. Excusez-moi. Donc oui, l'album de Deep Purple, hein, on reprend, hein, on rembobine. Il a eu un enjeu dans ce volume. Et ça s'appelle pas Made in Japan uniquement parce que ça se passe au Japon. Donc voilà pour Carmen. Et on passe à la suite. Ouh, ça va être rapide aussi puisqu'on revient avec un manga. Une série dont je vous ai parlé déjà des 6 premiers volumes, hein, Frieren, le tome 7. Donc son voyage à Frieren, il se poursuit, et ses compagnons, hein, elle n'est pas toute seule. Il y a toujours les mêmes auteurs, hein, Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Voilà pour les présentations. Il y avait une couleur issue du rouge, t'avais pas beaucoup tort. Il y avait une couleur issue du rouge. Ah, il y avait une couleur issue du rouge, oui ok, Pink Floyd ok. Et Deep Purple. Ah, bien vu. Ah oui, oh, pas mal là. J'avais jamais fait le rapprochement, mais c'était pour ça que je les confonds les deux. Ouais, c'est pour ça que je les ai confondus. Faut que je me cache derrière le manga, c'est pas très grand, mais je me cache quand même. Donc oui, voilà, Frieren, vous connaissez l'histoire maintenant. Quelques dessins aussi. J'ai toujours le même avis sur la série, hein, comme One Punch Man et Vigilante. Il y a un côté contemplatif, toujours ce côté contemplatif, pas déplaisant. Ça fait une pause dans toutes les séries d'action et un petit peu sérieuses que je peux lire. Donc voilà pour Frieren. En fait, on mélange des avis très longs et des avis très courts. Je crois que le mois prochain, j'aurai encore plus court. Mais ce sera le mois prochain. Et on va passer la dernière BD de ce corpus avec Carbone. Déjà, pour commencer, je vais vous parler de l'histoire, hein, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne, pas forcément, mais on change pas l'équipe. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique. Encore. C'est le 14. Non, je crois que c'est le 3ème titre, celui-là. Non, je vous parle. C'est le 13ème. Ou alors le 14, c'est pour autre chose. Ah, putain, pardon, c'était carrément oui pour autre chose, le Carbone 14. Voilà. C'est pas Carbone 14, non, c'est Carbone tout court. Donc dans ce monde post-apocalyptique, il y a des gens, ceux qui ont des prothèses, parce que bon, les gens peuvent avoir des prothèses, il y a des cristaux qui transforment ces gens en cristaux. Enfin, il y a une espèce de virus qui transforme les gens en cristaux, qui est un peu nébuleux, justement. Et on a une jeune femme qui est dans ce monde-là, qui part faire un voyage afin de trouver une nouvelle terre d'accueil pour son village, parce que ça commence un petit peu à être trop contaminé. Voilà pour l'histoire de départ. Et on a les auteurs, Antoine Bordon et Enora Cariou. Ils sont tout jeunes dans ce milieu, car c'est leur première bande dessinée, et ils ont fait cette bande dessinée en financement participatif. Bravo, en tout cas, moi je dis juste bravo à eux, parce qu'ils ont fait un album cartonné, épais, qualitatif. Franchement, moi quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh, la couverture elle fait vraiment propre. Ils ont fait un super boulot en tout cas. Et j'ai même eu le droit à une dédicace. Voilà, on peut voir une petite dédicace, ça c'est toujours cool. Quelques images sur les dessins
plus, voilà, donc les dessins, c'était Nora Carlou qui les a fait sur un storyboard d'Antoine Bordeaux. Donc pour cette première BD, alors moi je dis effet transformé, hein, parce qu'il y a vraiment un gros travail qui a été fait, hein, ils ont mis du temps, tout ne s'est pas passé comme prévu, hein, l'augmentation du coût du papier n'y est pas pour rien. On a quand même une pagination qui est généreuse, hein, c'est quand même 120 pages je crois à peu près, donc après c'est un double album, c'est vraiment beaucoup de boulot. Un dessin qui est plaisant à voir, l'histoire se suit très bien, il y a assez peu de dialogue. Justement, là on est sur ce que j'évoquais durant le hors-série numéro 3, on est sur montre, ne détruis pas, euh, puisque voilà, l'histoire se déroule souvent à travers des cases sans dialogue. Ça j'aime bien, donc j'aime bien un peu des fois ce type de narration. Bon, je reconnais des fois avoir un moment être un peu fatigué, être un peu passé aux côtés de l'histoire. Je le reconnais, pas forcément tout compris sur la fin, mais voilà, j'ai manqué d'attention, mais je pense qu'en le relisant, tout me sautera beaucoup mieux aux yeux, et par rapport à une série bien installée, les petites erreurs là, pour une première bande dessinée en financement hors circuit classique traditionnel, je peux pas le juger comme je vais juger un autre album, je me remets dans le contexte. Donc bravo aux auteurs pour cette BD, hein. Et déjà, oui, je comprends pas toujours tes blagues. Bah oui, alors oui, je suis quand même concentré sur ce que je dois dire. Enfin, ok, sur ce que je suis en train de lire. Parce que je lis quand même principalement, hein, vous voyez mes yeux. Hein. Je n'utilise pas encore l'IA de Nvidia où les yeux ne bougent pas. Non, les miens, ils descendent. Et même ma tête descend. Ce qui est pas terrible. Je reconnais. Donc non, en tout cas, bravo pour cette bande dessinée. Et donc l'auteur je crois que les deux se séparent au niveau de leur prochaine création. L'auteur a déjà prévu, Antoine Bordon en tout cas a déjà prévu quelque chose dans un style graphique complètement différent. J'adhère pas trop, mais bon, ce sera aussi en financement participatif sur Ulu, je pense. Et voici ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On revient sur la scène principale. Donc une nouvelle fois, merci beaucoup d'avoir... Merci encore beaucoup d'avoir suivi cette chronique BD. Merci chef d'avoir fait les bonnes blagues. Du coup, t'as retrouvé Apophis ou pas? Bah oui, pour moi c'était Apophis, oui. Merci Bob aussi d'avoir suivi, c'est toujours cool. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup échanger aussi avec vous. J'aime beaucoup lire les blagues de Bob, de chef, pardon. Bob aussi, tu peux faire des blagues. Hein. Je vous retrouve, si je dis pas de bêtises, ça doit être le 5 mai. C'est ça, le 5 mai, hein, on va revenir sur les séries classiques avec d'autres séries. Hein. J'espère pouvoir commencer le Crépuscule des Dieux. Enfin, pour vous en parler, parce que je l'ai déjà lu depuis longtemps. Tu fais des blagues, on félicite Bob. Oui, mais je t'ai félicité aussi. Est-ce qu'il y aura un hors-série au mois d'avril? Je crois pas. Je pense pas que j'aurais fini celui d'Hellboy, surtout qu'il faudrait que je relise des livres. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée en tout cas, un bon week-end, une bonne semaine et puis un bon mois. On fait tout d'un coup. Amusez-vous bien et puis des bisous. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Et